On va donc, je vais l'inviter à aller s'installer, peut-être à lancer sa présentation pendant que je dis quelques mots sur Patrice Régnier. Lorsque j'ai découvert le profil de Patrice Régnier, je ne vous cacherai pas que j'ai été un petit peu surpris par les premières lignes. Patrice Régnier est un spécialiste des arts martiaux. Et professionnellement, il est amené aujourd'hui à former des futurs formateurs. Si mes souvenirs sont exacts, je n'ai pas mis ça dans mes petites fiches, mais ça doit être en Bretagne. C'est cela, à Loubéac? Tout à fait. Comme ça, on aura fait l'essai de micro, tout va bien. Hein. Et de sa passion à sa raison professionnelle, il s'est lancé dans un travail de valorisation de cette double compétence en tant que doctorant à Rennes 2. Hein, et il va nous faire partager une partie de son travail sur l'équitation, sur un thème que je vais lire, parce qu'il est, vous allez voir, il mérite d'être lu. C'est le cheval, un art guerrier, devenu sport, des valeurs martiales dans les loisirs. Merci. Alors l'équitation, non pas le cheval, parce que le cheval c'est un animal. Donc il s'agit d'un travail de thèse en cours qui effectivement est lié à un certain nombre de perceptions qui sont apparues pour moi au travers de mon travail professionnel en maison familiale et qui se sont développées en une thèse de sociologie et qui commence par une historiographie de l'équitation, à savoir donc une étude historique de la pratique. Cette historiographie nous permet de constater que, d'abord, en citant notamment Digard, par le biais de l'histoire, au néolithique, le cheval commence à être côtoyé par l'homme. On peut constater par les études archéologiques que le cheval est l'un des rares animaux avec le chien à être enterré avec son maître. Donc ça définit quand même une certaine spécificité de l'animal très tôt dans l'histoire. Suite à cela, on constate au niveau du Moyen-Âge et même au niveau de l'Antiquité que la pratique de l'équitation est une pratique de combat. Et qu'est-ce qui se passe? On constate d'abord, pendant l'Antiquité, le dernier texte existant à être parvenu jusqu'à nous, à savoir le texte de Xénophon. On voit des techniques qu'on connaît aujourd'hui, mais qui ont disparu auparavant. Alors on constate qu'au Moyen-Âge, l'équitation, la pratique de l'équitation, c'est une pratique qui est réservée aux milites, ce qu'on appellera plus tard les futurs chevaliers, et que le cheval est, avec la lance et l'épée, l'une des armes du guerrier. Le chevalier est adoubé par son seigneur, c'est-à-dire que c'est une chose qui se crée sur les fondements de la chute de l'Empire romain et avec l'arrivée des barbares. Et cet adoubement va progressivement être empreint de choses que je qualifierais de chrétiennes, catholiques, qui vont se greffer là-dessus en même temps que le catholicisme permet et contribue à la constitution des États. Alors, dans son livre de 2010, Henriquet s'interroge comment c'est possible que des savoirs qu'on pourrait qualifier de haute école dans ce que dit Xénophon dans ses textes ont pu disparaître pour ne réapparaître qu'à la Renaissance. Alors, pour ça, j'utilise la théorie du processus de civilisation de Norbert Elias. Je vais vous l'expliquer très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Le processus de civilisation, il est simple, si on veut. C'est-à-dire que c'est le passage des couches dites supérieures de la société vers les couches inférieures, d'un adoucissement progressif des mœurs ou des affects, ou d'une gestion progressive des affects. Alors, l'exemple que je donne régulièrement, c'est l'exemple des arts de la table. C'est-à-dire qu'initialement, on mange à table dans un plat commun avec ses mains. Ensuite, on commence à avoir une cuillère, puis on commence à avoir une assiette, qui tient son nom d'ailleurs, devinez d'où? De l'équitation, puisque l'assiette à la base c'est être assis à table. Puis on a une fourchette qui n'est jamais qu'une fourche en réduction, puis un couteau qui n'est jamais qu'une épée en réduction. Après on a une nappe dans laquelle on fait tout, on se mouche, on s'essuie, et puis après on a une petite serviette dans laquelle on ne fait plus que s'essuyer, etc., etc. C'est-à-dire que progressivement, les arts de la table deviennent de plus en plus civilisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des civilisations, comme on a pu entendre par le passé,
mais un processus de civilisation qui n'est pas régulier, qui peut être aussi en voie de régression. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on parle de processus de décivilisation. Pardon. De ce point de vue-là, la chute de l'Empire, c'est une période de décivilisation. C'est-à-dire qu'on passe d'un moment où on sait faire énormément de choses, y compris construire des routes pavées, pendant l'Empire romain, à une période où on ne sait même plus le faire. Ce qui pourrait expliquer la disparition des techniques d'équitation de Xénophon à la période moyenâgeuse. Donc, bon là c'est un petit peu, c'est très raccourci, hein, mais globalement, la période du Moyen-Âge, c'est une période avec énormément de périodes de combat. L'aristocratie est toujours à cheval. Le reste est toujours à pied. Donc déjà, à ce moment-là, le cheval, c'est quelque chose qui demande d'avoir de l'argent. C'est quelque chose qui coûte de l'argent. Ne peut être chevalier que celui qui possède un cheval. Alors progressivement, pendant ces périodes-là, se mettent en place des tournois, et ces tournois sont le moyen, selon la Goutte notamment, de passer des savoirs entre guillemets, je vais utiliser ce mot-là qui est mal choisi, professionnels. C'est-à-dire que les chevaliers s'échangent leur savoir-faire à ce moment-là. Donc ça, c'est pendant le Moyen-Âge. Puis, progressivement, les périodes de paix commencent à se faire de plus en plus importantes, et le cheval change, faire du cheval change d'aspect. On ne fait plus du cheval pour guerroyer, on commence à faire du cheval pour plaire à la cour. Dans le processus de civilisation de Norbert Elias, ça s'appelle la curialisation des guerriers. C'est un moment où les nobles sont rapatriés à la cour. Et ils doivent être présents à la cour, et le cheval devient un outil pour briller auprès des femmes, les femmes qui vont parler pour vous au roi, et donc vous faire briller. C'est là qu'on commence à constater un changement dans l'attitude des professionnels, j'emploie ce terme encore de manière un petit peu abusive, du cheval à la cour. Et progressivement, à partir du XVIe siècle, de la Renaissance, la pratique du cheval se transforme gentiment en art équestre. D'aucuns diront, et c'est dans la plupart des cas des entretiens qu'on peut retirer ces informations-là, que les pesades, les voltes sont des techniques de combat, les demi-voltes. Les demi-voltes, je cours, je fais demi-tour, j'attaque par derrière mon adversaire, par exemple. Ce sont des techniques de combat. Et on voit au travers des premiers traités, donc à partir de Pluvinel, Labroue, je ne vais rien vous apprendre à ce niveau-là, une modification progressive du rapport au cheval. Qu'est-ce qui se passe progressivement? On voit, et Henri montre d'ailleurs dans son étude des textes, une diminution de la dureté de la coercition. On passe de canevas très pointus, très douloureux, de morts qui sont très contraignants, à quelque chose qui s'euphémise doucement. Et même dans la technique, on observe cette euphémisation, cet adoucissement de la manière de côtoyer le cheval, de le dresser. Au XIXe siècle, l'art équestre est dans toute sa splendeur. On va au cirque, les bourgeois vont au cirque pour voir comment ces écuyers maîtrisent le cheval. C'est à cette époque-là que Baucher explose. C'est aussi à cette époque-là qu'on commence à voir des femmes maîtriser le cheval. Parce qu'initialement, le cheval, il n'est pas vraiment destiné aux femmes. Il est même plutôt considéré comme ne devant pas être chevauché par une femme, étant donné que la position rappelle d'autres choses. Alors lui, le comte d'Or, en face de lui, est un homme bien né. C'est la citation de M. Lagoutte. C'est un homme bien né, il promeut une équitation d'extérieur. Et à partir de la lutte de Baucher et d'Or, on constate qu'il y a comme une sorte de lutte des classes avant l'heure. Et Baucher, lui, qui n'est pas bien né, qui est un roturier, a besoin de montrer. Donc, ces deux hommes personnifient deux conceptions, deux éthiques d'une pratique, qui encore, aujourd'hui, ont cours. C'est-à-dire que, dans les entretiens qui ont été menés jusqu'ici, on voit ressortir des citations, plusieurs fois. On dit que jeune, on est plutôt d'Or, c'est-à-dire on est plutôt quelqu'un qui va un petit peu partout, qui est foufou. Et vieux, on est plutôt Baucher. Et avec la révolution industrielle, dans le grand processus de civilisation dont je vous ai parlé tout à l'heure,
Arrive la naissance des sports. La révolution industrielle, c'est, pour faire très gros encore une fois, le capitalisme, l'économie de marché. Or, le sport, c'est quoi? C'est être le meilleur. Comme faire une entreprise, c'est être la première. C'est l'objectif caché parfois. Donc l'équitation passe du milieu militaire, tranquillement, à la pratique publique, sportive. Ce qui fait dire à certaines personnes interrogées, les plus extrêmes, c'est le début de la fin. Et surtout, la prise en main de l'équitation par les femmes, c'est le début de la fin. C'est pas quelque chose que je partage, j'aime autant vous le dire tout de suite, mais c'est ce qu'on m'a dit. Ce que certains professionnels disent encore à l'heure actuelle. Ben alors, ah zut. Donc non, c'est bon. Non, je suis même pas sûr. Si, c'est bon. La pratique donc se féminise et on verrait aujourd'hui, d'après les entretiens menés, ah quand même, d'accord, il va falloir aller plus vite, une perception de la pratique qui diffère entre les hommes et les femmes. Les femmes aiment le cheval, d'après les personnes interrogées, les hommes aiment l'équitation. Alors aujourd'hui, plus de 700 000 licenciés, la FFE est la deuxième fédération française. Et alors là, c'est quelque chose d'assez intéressant. La FFE, c'est une fédération qui, à mon sens, a tout à fait réussi. Fédération relativement jeune encore. Hein. C'est une fédération qui maîtrise toutes ces pratiques, y compris le tourisme. Quelque chose qui est normalement absolument ingérable. C'est-à-dire le tourisme, n'importe qui peut faire du tourisme, puisqu'on est là pour ça. On prend un cheval, enfin on a un cheval, on le prend, on monte dessus et on est parti, on fait du tourisme. Alors 2,2 millions de pratiquants revendiqués. Et évidemment, bon, le CSO, le CCE, la randonnée, le dressage, etc., etc. Tout ça, ce sont des pratiques, comme je le disais, qui sont intégrées à la fédération. Alors la plus pratiquée, c'est le CSO. C'est aussi, parmi les moniteurs d'équitation, celle qui est considérée comme la plus rentable. Et dans toutes les pratiques, quoi qu'il arrive, c'est le placement corporel qui définit la pratique de l'équitation. L'assiette, dont on a parlé plus tôt. Et c'est là qu'il y a un petit hiatus, c'est que les publics non compétiteurs sont définis comme des pratiquants de plaisir, de loisirs, sans qu'on puisse définir vraiment quelle est leur manière de penser. Alors nous, on a interrogé les professionnels parce que c'est eux qui distillent la pratique. L'activité est marquée par les sexes, oui, je sais. Beaucoup de femmes pratiquent dans les centres équestres à bas niveau, beaucoup moins à haut niveau. Et s'il y a toujours ce plafond de verre qui peut être soit la difficulté d'accéder à la compétition, parce que c'est dur tout simplement, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a les maris, ça reste quand même assez classique dans la perception de la réalité. Et la compétition, c'est quelque chose de dur, parce que soit il faut avoir les personnes compétentes, soit il faut avoir l'argent, soit il faut avoir une activité annexe. Donc c'est une activité qui est particulière dans le sens de la compétition. Alors pour conclure, dans les arts martiaux, en Europe, on considère qu'il y a les arts martiaux historiques européens. Ils sont historiques parce qu'ils ont disparu. Et ils sont actuellement reconstitués par les chercheurs. Il y a des traités de combat à main nue, à l'épée, qui existaient au Moyen-Âge et qui sont actuellement reconstitués. Et l'équitation, de ce point de vue-là, en Europe, semble être le seul art martial qui soit parvenu jusqu'à nous et avoir évolué de manière similaire aux pratiques asiatiques. La pratique féodale était réservée aux nobles, ces pratiques s'adoucissent et deviennent des arts, et l'art équestre persiste mais devient sport aussi, ce qui nous permet d'accoler la définition d'Audifrin et Crémieux sur les arts de combat, qui permet d'un côté les sports de combat et de l'autre les arts martiaux. Donc on retrouve cette définition, cette dichotomie dans les arts équestres, entre guillemets. Et donc on a un continuum de pratiques. D'un côté, les sports équestres, de l'autre côté, les arts, ceux-ci constituant des extrêmes. Et entre ces deux extrêmes, une multitude de perceptions de ces pratiques, avec une mentalité, une éthique qui est valorisée selon qu'on est plutôt d'un côté, plutôt de l'autre. On peut pratiquer l'art équestre comme un art martial de manière hétérodoxe, hors compétition, pour soi, avec des buts intimes, personnels. Et le sport, dans l'extrême, toujours, hein, on est toujours dans un extrême là, vers la réussite, la démonstration de ses compétences, la réussite personnelle, la médaille, la reconnaissance. Mais quoi qu'il arrive, quoi que les compétiteurs soient attaqués souvent sur ce principe-là, on constate dans tous les cas de figure, dans tous les entretiens menés, un point commun, c'est le respect de l'animal et l'adoucissement progressif des méthodes de coercition. Je vous remercie.